spectacle qui nous a été donné de voir depuis l'ouverture de la campagne n'a pas échappé à cette règle. Chers amis de la presse, si cela est normal en période électorale, l'ampleur et la gravité des propos tenus par certains de nos adversaires nous interpellent et ne sauraient nous laisser sans réaction. Dans leur désir de justifier leur candidature à cette élection, certains d'entre eux se sont livrés à la description de faits qui ne correspondent en rien ni à l'histoire récente et actuelle de notre pays, ni à la réalité vécue par nos concitoyens actuellement. Si tant est qu'ils n'ont pas d'offre politique consistante face à l'action du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, l'honnêteté morale exige qu'on ne maquille pas la réalité du quotidien des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et la réalité aujourd'hui, c'est que les conditions de vie des populations se sont améliorées avec ADO, grâce notamment aux investissements judicieux dans les services sociaux de base que sont la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Les programmes mis en place, notamment le programme présidentiel d'urgence, ont permis de faire bénéficier de ces services sociaux à tous les Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire, sans distinction d'origine géographique ou ethnique. Nous ne disons pas que tout est parfait. Nous disons que nous avons vite avancé. Nous disons que nous avons des victoires qui comptent. En 4 ans, le taux d'accès à l'eau potable est passé de 62% en 2011 à 75% à fin 2014, soit une hausse de 21%, permettant à près de 3 millions d'Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire d'avoir désormais accès à l'eau potable. En 4 ans, sur les 8513 localités que compte la Côte d'Ivoire, 1200 localités ont été électrifiées. Nous parlons des villages, faisant passer le nombre de localités électrifiées de 2847 à 3986, soit une hausse de 40%. Sans compter les extensions d'électricité dans les grandes villes de Côte d'Ivoire. Ce sont ainsi près de 900 000 Ivoiriens en plus qui ont désormais accès à l'électricité. En 4 ans, le SMIC a augmenté de 64%, passant de 36 000 à 60 000 francs CFA. Les salaires des fonctionnaires ont augmenté de 12% en moyenne. En 4 ans, plus de 72 000 projets d'activités génératrices de revenus ont été financés pour le bénéfice de plus de 100 000 femmes sur toute l'étendue du territoire national. Depuis 4 ans, les revenus des paysans sont revalorisés à 60% du prix CAF qui leur est désormais reversé. Ainsi, plus de 5 000 milliards de francs CFA ont été distribués lors de la dernière campagne agricole à nos braves paysans. Et les producteurs de cacao, aujourd'hui, sont en santé, ont été réhabilités et une bonne dizaine de nouveaux hôpitaux construits à travers le pays. En 4 ans, près de 10 500 000 kits scolaires ont été distribués aux enfants de Côte d'Ivoire à travers tout le pays pour leur permettre d'aller à l'école. En 4 ans, plus de 32 000 km de routes bitumées en terre ont été réhabilités. Plus de 2200 km de routes interurbaines ont été bitumées. En 4 ans, 7 ponts structurants ont été construits. En 4 ans, la Côte d'Ivoire est devenue le 4e pays réformateur au monde dans l'amélioration de l'environnement des affaires. La Côte d'Ivoire compte parmi les économies les plus dynamiques au monde. Le trafic à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny témoigne de l'intérêt que suscite notre pays auprès des investisseurs internationaux. En 4 ans, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place dans le concert des nations. La voix de la Côte d'Ivoire est portée à tous les rendez-vous régionaux et internationaux
aussi bien sur les sujets d'intégration que les sujets économiques, sécuritaires, sportifs, etc. Nous en voulons pour preuve le succès du président Ouattara à la tête de la CEDEAO, mais aussi de tous les grands rendez-vous économiques tenus dans notre pays et partout dans le monde. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent en paix et en sécurité sur toute l'étendue du territoire national. N'est-ce pas, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur? Les barrages routiers ont été tous levés. Les populations vivent ensemble et en bonne intelligence. Un cadre institutionnel a été établi pour traiter toutes les préoccupations de l'opposition dans le cadre du dialogue politique. Des avancées ont été enregistrées, même s'il faut déplorer le fait que les membres de la coalition nationale pour le changement CNC ont brillé par leur absence à l'invitation du président de la République pour traiter de leur ultime préoccupation le 7 octobre 2015. Une absence bien curieuse à un rendez-vous sollicité haut et fort dans tous les médias. Contrairement à ce que veulent faire croire certaines personnes, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Tous nos compatriotes qui se sont retrouvés à l'extérieur du pays du fait de la crise post-électorale et qui désiraient rentrer ont été bien accueillis et vaquent librement à leurs occupations. Certains sont même directeurs de campagne. L'État continue de manifester sa solidarité aux victimes. La réconciliation est en marche. Chers amis de la presse, c'est cette réalité que certains prétendants à la magistrature suprême refusent de voir. Et ils essaient d'amener le peuple à partager leur angle de vue caractérisé par l'incompétence, le manque d'expérience, la mauvaise foi et leur angoisse individuelle et personnelle. Mais devenir président de la République exige beaucoup plus de ceux qui ne se rendent même pas compte que les 20 000 milliards de recettes qu'ils projettent tirer de la Tchéquée représentent 4 fois le budget actuel de la Côte d'Ivoire. Devenir président de la République exige plus que ceux qui n'ont aucun bilan après leur passage à la primature, qui n'ont même pas la décence de proposer un projet chiffré aux Ivoiriens, se contentant de balancer sans réfléchir des idées éparses, inconsistantes. Devenir président de la République exige d'être capable de dire de façon précise ce que l'on prévoit faire une fois élu, par respect pour les électeurs. C'est l'un des actes élémentaires de la bonne gouvernance. Devenir président de la République demande déjà qu'on n'échoue pas lamentablement à une élection législative dans une localité dont on est censé avoir porté la voix pendant 10 ans. Devenir président demande de l'intégrité morale, de la responsabilité, de la consistance et de la constance dans ses principes et ses idées. Voici le tableau qui nous a été donné de voir durant ces derniers jours. Des candidats qui n'ont pas de projet sérieux pour les Ivoiriens. Certains ne savent même pas s'ils veulent être président ou pas. D'autres projettent de faire ce que le président Ouattara fait déjà si bien. Ils essaient d'imiter négativement. D'autres encore se livrent à une nouvelle forme de pratique politique qui consiste à vouloir arrêter et faire recommencer tout le processus électoral parce qu'ils ont eu maintenant assez de courage pour se déclarer candidats. En fait, ce qu'ils veulent cacher, c'est qu'ils n'ont pas de projet sérieux à proposer aux Ivoiriens. Mais l'exercice est difficile parce que les Ivoiriens ne sont pas dupes. C'est pourquoi, conscients de cela, ils jettent leur dévolu sur la commission électorale indépendante. Mais le point est clair et sans équivoque en ce qui concerne le processus électoral. Jamais nous n'avons eu
en Côte d'Ivoire ou ailleurs, une CEI aussi équilibrée avec la présence de l'opposition et de la société civile, avec notamment des hommes de Dieu et de loi, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus irréprochable. Une représentation égale entre l'opposition et le pouvoir. Une CEI où 8 membres sur les 17 ne sont pas du pouvoir. Un format validé par toutes les institutions internationales, l'Union européenne, le NDI, etc. Et qui fait déjà école dans le monde entier. Aux candidats de dernière heure qui réclament une représentation à la CEI, nous nous demandons quel format aurions-nous eu si toutes les personnes qui se déclarent candidats après la formation et la prestation de serment des membres de la CEI devaient y avoir un représentant. Quel calendrier électoral aurions-nous eu? Nous disons qu'il faut être sérieux. Quand on aspire à être président d'une grande nation comme la Côte d'Ivoire, l'écran de fumée agité par ces candidats improvisés ne pouvait pas tenir plus longtemps. Les masses sont tombées. Les Ivoiriens se sont bien rendus compte de la valeur réelle de ces candidats. Il n'y a plus de surenchère possible. Chers amis de la presse, avec le candidat du RHDP, notre champion, le candidat Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est au travail. La Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire gagne et gagnera pour le bonheur des Ivoiriens. Nous avons des résultats parce que le leadership du président Ouattara nous permet d'avoir un cap clair sur l'avenir que nous devons construire ensemble pour nos concitoyens et pour notre pays. Nous avons des résultats parce que notre alliance est le creuset d'hommes et de femmes d'État compétents, ayant une bonne connaissance de nos problématiques de développement et capables de les adresser avec pragmatisme. Et nous voulons aller loin, très loin, parce que les Ivoiriens méritent le meilleur dans leur vie, parce que notre pays a un rôle à jouer dans le concert des nations. C'est pourquoi, dès que les Ivoiriens renouvelleront leur confiance à notre candidat, le président Alassane Ouattara, nos 4 nouvelles priorités seront mises en œuvre, sont l'amélioration du quotidien des Ivoiriens, l'accélération de la transformation de l'économie, la création de plus d'emplois pour les jeunes et les femmes, le renforcement des institutions pour une paix durable, pour la bonne gouvernance et l'égalité des chances pour toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. Mais la plus grande ambition du président Ouattara est de construire l'Ivoirien nouveau. C'est la transformation des mentalités pour faire de chaque Ivoirien une personne qui s'approprie les valeurs nationales, union, discipline, travail, tolérance, amour, dialogue, hospitalité, etc. Un Ivoirien nouveau doté d'un optimisme positif qui fait de notre diversité une richesse qui lui fait relever tous les défis avec courage et ténacité. Un Ivoirien nouveau qui est conscient de son rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire et qui s'y adonne avec dévouement et intégrité. Il met l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. L'Ivoirien nouveau qui recherche constamment l'excellence dans tout ce qu'il entreprend, qui remplit ses devoirs citoyens avec responsabilité. C'est la nouvelle classe de citoyens que le président Alassane Ouattara ambitionne de construire afin d'assurer à notre pays un climat de paix et une dynamique durable de développement pour le bien-être de chaque Ivoirien. Nous avons foi dans cette grande ambition. Nous invitons tous les Ivoiriens à nous rejoindre dans cette formidable aventure de développement. Nous savons que nous allons réussir, mais nous voulons réussir ensemble avec ADO, compagnons de la victoire, compagnons de l'émergence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les modérateurs,
La parole circule pour nos amis de la presse. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Éric Diomandé de Nord-Sud Quotidien. Monsieur le ministre, lors du passage du président Afinguessan, Nord-Sud Quotidien, lors du passage du président du Front populaire ivoirien, M. Afinguessan, à face aux électeurs, il a indiqué que la plupart des grands travaux réalisés par le président Ouattara avaient été initiés par Laurent Gbagbo. Les opérateurs, même le financement, avait été obtenu par Laurent Gbagbo. Qu'en est-il réellement? On va prendre 5 premières questions, oui. Awa Touré, RTI 1. Je me réfère à la même émission. Le candidat du Front populaire ivoirien, au cours de cette même émission, a affirmé que le programme présidentiel d'urgence avait été mis en place pour punir les régions qui n'étaient pas favorables au président de la République. Que répondez-vous à cela? Oui, un troisième. Monsieur le ministre, je suis Yomba Aboubakar de l'Expression. Mba Aboubakar de l'Expression. Toujours concernant le passage à l'émission face aux électeurs du président du FPI Afinguessan, il a indiqué que tous les financements viennent de l'extérieur et accroissent l'endettement. Que tous les financements viennent de l'extérieur et accroissent l'endettement de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quatrième. Ok. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Abou Adams, journaliste au quotidien à la matinale. Monsieur le ministre, après une douzaine de jours de campagne, on retient essentiellement que le candidat du RHDP et tous ses militants sont sûrs de gagner dès le premier tour. Et dans le même temps, il y a certains de ses adversaires qui, pendant ces 12 jours de campagne, ont tenu des propos qui, à la limite, donnent l'impression qu'ils préparent leurs militants à ne pas accepter la victoire du candidat du RHDP dès le premier tour. Alors, face à ces deux situations contradictoires, je voulais savoir d'abord dans quel état d'esprit vous partez à cette élection que beaucoup d'observateurs qualifient aujourd'hui d'une élection test pour confirmer définitivement le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène. Et la deuxième question, quel commentaire faites-vous de ces candidats qui pensent qu'un candidat ne peut pas gagner une élection dès le premier tour en Côte d'Ivoire? Merci. Ça fait 4. Il manque le 5e. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Julien Daillé de La Voix de l'Allemagne. Alors, ma question est de savoir, nous sommes à 48 heures de scrutin présidentiel, du premier tour, on va dire. Quel est l'état du retrait des cartes d'électeurs? Est-ce qu'il y a un taux? Vous avez des chiffres pour savoir s'il y a eu motivation, mobilisation dans le cadre du retrait des cartes d'électeurs? Je vais passer la parole à mon binôme, le ministre d'État Amadou Koulibaly, pour les réponses. Et autour de la table, alternativement, les membres de l'équipe de campagne pourront intervenir sur des questions pour éclairer, parce que nous tous ici, nous sommes un à travers Alassane Ouattara qui est le un qui nous réunit. Merci. Bien, merci. Alors, je répondrai peut-être directement à 3 questions. Les 3 premières concernant les travaux qui auraient été imaginés ou dont les financements auraient été acquis donc par l'ancien régime, le PPU et puis la dette. Nous verrons pour la suite. Bon, je crois que ce sont vraiment des affirmations. Et je vais être, moi, très simple.
les projets que les Ivoiriens connaissent avant de revenir de manière générale sur la problématique d'un projet. Si l'on prend de manière simple, le pont Arikona Bédié, il a été étudié. La première pierre a été posée par le président Arikona Bédié. La crise est arrivée, le projet s'est arrêté. Il s'est arrêté, M. Gbagbo est arrivé. À aucun moment, ils n'ont fait quoi que ce soit pour relancer ce projet. Il a fallu que le président Ouattara vienne au pouvoir pour que, de par sa crédibilité, il puisse donc faire en sorte que nous puissions boucler le financement de ce projet, dont la première pierre avait été posée effectivement par le président Arikona Bédié. Ils ont eu 10 ans pour faire passer ce projet du stade où il était, avec une première pierre posée, à une réalité. Pendant ces 10 ans, ils n'ont rien fait. Et 1 an après l'arrivée du président Ouattara, les financements ont été bouclés, le projet a été réalisé, il est bel et bien là. Donc ce n'est pas un projet à leur actif. Le pont de Jacquesville, en ce qui me concerne, j'étais encore conseiller technique du Premier ministre Ouattara. Lorsque instruction avait été donnée aux grands travaux de l'époque pour étudier le pont de Jacquesville, il a été étudié. Son coût en 1992 avait été estimé à 7 milliards de francs CFA. C'était un pont comme celui-là, prévu comme tel, étudié avec des travées de 38 mètres 10. Bon, en 1993, donc c'est passé ce qui s'est passé. Le président Houphouët-Boigny est décédé. Le projet a été réalisé plus tard. L'idée donc ne peut pas être une idée dite de M. Gbagbo, puisque je vous dis que moi-même, ce n'est pas donc une vue de l'esprit. En tant que conseiller technique du Premier ministre Ouattara, j'ai suivi l'étude de ce pont au niveau des grands travaux et je peux vous dire qu'il coûtait, dans son estimation à l'époque, 7 milliards. Pour le reste, le boulevard de France redressé n'est pas une idée d'eux. Les ponts de Béoumi, les ponts de Boisflé, Bassawa-Serebou ne sont pas des ponts qui ont été conçus par eux. Donc, je considère simplement que sur ces choses, ce sont des affirmations gratuites, ce sont des incantations, on dit des choses, et ça, M. Afingessa est spécialiste de ces choses-là. Ceci étant de manière générale, un projet où les besoins d'un pays, ils sont là. Ce qu'il faut pour un pays est bien là, est connu, donc en général, les besoins des populations sont exprimés. On juge les gouvernants à leur capacité à les réaliser. Ce n'est pas de pouvoir être capable de dire que les populations ont besoin de ceci ou de cela. C'est être capable de réaliser ce qu'il faut donc, pour les populations. C'est à cela que l'on juge donc, les dirigeants. Et de ce point de vue, de mon point de vue, je considère que les choses sont très claires. Concernant donc le PPU, vous savez, le PPU a été conçu donc, par le président à l'époque, quand on était au Golf Hotel. Parce que naturellement, quand vous voyez à la sortie du Golfe, on était persuadé que nous aurions trouvé un pays donc, en lambeaux et qu'il fallait donc en urgence faire face à un certain nombre de problématiques simples. Des problématiques de salubrité, des problématiques d'électricité, des problématiques d'accès donc, à l'eau, des problématiques de rénovation de centres de santé, etc. et d'écoles. Voici la conception de base donc, du programme présidentiel d'urgence. Et il a toujours été étudié sur l'ensemble du territoire national, avec au fur et à mesure des composantes plus ou moins accentuées, donc avec les visites donc, du président de la République. Mais comme dans la même émission, il a déclaré que le président de la République, donc c'était pendant les visites d'État qu'il y avait certaines choses qui étaient faites et que toutes les régions ont été faites pendant le premier mandat. Mais ça veut bien dire que pendant ce premier mandat, toutes les régions ont bénéficié du PPU. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Alors, qu'il donne un seul exemple d'une seule région en Côte d'Ivoire qui n'a pas bénéficié du PPU. Et je mets au défi quiconque de pouvoir dire que dans les 31 régions de Côte d'Ivoire, aucune n'a bénéficié des activités donc, du programme présidentiel d'urgence. Le programme a travaillé sur l'ensemble donc, du pays. Mais il faut savoir aussi que ce programme, il est limité en termes donc, de montant. Et qu'à compter de ce programme, il y a le programme général donc, du gouvernement qui est mis en œuvre. Et par rapport à ce programme général du gouvernement qui est mis en œuvre, Agboville, Rubino, Séchi,
on ne peut quand même pas dire que la zone d'Agboville avait voté de manière extrêmement massive pour le président Ouattara pour que l'on démarre les travaux de la route Agboville-Rubino-Séchi. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose de concret. Donc la logique qui veut faire croire que les investissements ont été réalisés en fonction de tel ou tel paramètre, donc ne résiste pas face aux faits et aux vécus. Donc voilà ce que je peux vous dire donc, sur la question des investissements. Concernant la dette, bon, j'ai le sentiment que M. Afin Guessan a une compréhension de la problématique de la dette qui est totalement antinomique d'une vision de développement. S'endetter pour réaliser des choses qui perdurent dans le temps, pour investir, c'est dans l'ordre des choses. Quand vous voulez acheter donc une maison, ben vous allez à la banque, on va vous demander une contrepartie qui est, en regardant votre quotité cessible. Vous prenez donc une dette et puis ben, les salaires ou le revenu que vous allez prendre pour payer des loyers, en général, vous prenez ça pour pouvoir donc faire face donc, à la dette que vous avez contractée. Quand un État contracte une dette pour investir, et investir dans des opérations qui sont des opérations rentables économiquement. Ces opérations rentables économiquement génèrent de la richesse au niveau de l'État, lui permettant de faire face non seulement à la dette, mais d'offrir donc aux populations donc un bien-être et d'offrir aux entreprises privées, pour ce qui est des infrastructures de qualité, ce qui améliore leur compétitivité. Ça, c'est de manière générale. Mais maintenant, sur notre cas, notez qu'en 2010, le ratio de la dette sur le budget en Côte d'Ivoire était de 32%. Et qu'en 2015, le ratio de la dette sur le budget en Côte d'Ivoire est de 22%. Notez simplement aussi que le budget d'investissement sur les recettes propres donc de l'État était en 2010 de l'ordre de 400 et quelques milliards. Et qu'aujourd'hui, donc, sur les recettes de l'État, nous avons 1740 milliards d'investissements. Ce qui montre bien que nous investissons de manière très forte avec les ressources propres de l'État et que quand nous nous endettons bien parce que nous finançons des projets qui, en retour, créent au niveau de l'économie nationale suffisamment de richesses et qui se permettent d'être remboursés. C'est bien pour cela que le Fonds monétaire a déclassé la Côte d'Ivoire des pays qui avaient donc la situation où la gestion de la dette était considérée comme étant critique. Et lors de la dernière mission, la Côte d'Ivoire est passée dans la catégorie des pays à bonne gestion de la dette. Ça, ce sont les réalités et ce ne sont pas les incantations de M. Afin Guessan qui semble parler de choses qu'il ne comprend pas. Je vous remercie. Bien. Il reste deux autres questions qui ont été posées. On est sûr de gagner au premier tour, mais je pense que l'évidence est là. Lorsque vous mettez tous les partis du RHD ensemble qui soutiennent un candidat, c'est évident. C'est notre coalition forte qui s'est consolidée, je dirais, qui s'est cristallisé aujourd'hui, c'est devenu dur comme un roc, qui nous a permis de gagner en 2010. Il y a trois grands partis, disons, en Côte d'Ivoire. Quand deux se mettent ensemble, c'est évident. Et aujourd'hui, bon, je le disais, il n'y a rien ailleurs. Tout est au RHDP. Donc nous allons gagner au premier tour. Et en 2010, l'élection s'est très bien passée. On a voté calmement. Tout était apaisé. C'est au moment des résultats qu'il y a eu la violence. Après l'élection. Et là, nous disons que nous allons gagner au premier tour. Parce que nous avons fait une bonne campagne. Nous avons une équipe de campagne qui est allée partout. C'est une campagne structurée. Dans tous les hameaux, dans tous les villages, nous avons un représentant. Prenez la Côte d'Ivoire, le PDCI, le RDR, le DPCI, l'UPCI,
on a tous des militants dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il faut avoir 40 000 scrutateurs. Nous, on les a parce que nous couvrons toute la Côte d'Ivoire. C'est maillé par le RHDP. Et quand on voit le retour de certaines personnes qui sont allées au FPI ou dans les autres parties de la LMP, ils reviennent nombreux, ils viennent par vagues. Ils nous accompagnent dans nos campagnes. Voici sur le terrain, politiquement, on ne voit pas les candidats au nord. On ne les voit pas au nord, ni au centre, c'est-à-dire les zones classiques du PDCI et du RDA, on ne les voit pas là-bas. Et tantôt ils disent qu'on les empêche d'y aller. Pourtant, Afi était à Korogo, on a vu ça. Moi, je viens du centre, je n'ai pas vu le candidat Bani, qui est un fils du centre, je ne l'ai pas vu à Oulé, ni à Priko, ni à Daoukoro, ni à Didievi, je ne l'ai pas vu là-bas en train de faire campagne. C'est nous qui sommes sur le terrain. La politique, c'est l'occupation du terrain. Vous savez, il y a deux types de politiciens. Il y a la parachute, qu'on parachute, et puis il y a les politiciens de terrain. Nous sommes des politiciens de terrain. Nous sommes des politiciens de terrain. Et nous occupons le terrain. Qu'on nous dise quel est l'endroit de Côte d'Ivoire où personne n'est allé pour parler du candidat Alassane Ouattara. Tous les villages. Donc on va gagner. Au premier tour, on est sûr parce qu'on est organisé. Quand on mettait le président Bédié, le président Ouattara ensemble, avec toute la troupe derrière eux, bon, regardez, les choses sont claires. Hein? Maintenant, sur la question du retrait des cartes d'électeurs, je pense que c'est la CEI qui fait vraiment le point. Mais nous, en tant que parti politique, nous suivons nos militants. Mais ce que je peux vous dire globalement, aujourd'hui on a à plus de 50% de retrait des cartes d'électeurs. Dans certaines régions, on a atteint des taux de 80%. Ça, c'est au niveau de nos partis, parce que nous suivons. Nous suivons cela, on a plus de 80-95% dans certaines régions. Dans les régions autour de 50%, mais la moyenne dépasse les 50%. Mais ce n'est pas là l'essentiel, puisque la loi permet d'aller voter à sa carte d'identité le dimanche. Et n'oubliez pas aussi qu'en 2010, il y a eu des mouvements de personnes à transporter des gens, aller les faire enrouler dans certaines zones parce qu'on était dans une stratégie de guerre. Ce n'est pas nous qui avions transporté en tout cas. Et bon, ces personnes-là, puisqu'elles n'habitaient pas là, on les a amenées juste pour aller perturber, puisque l'objectif était de perturber chaque ville de Côte d'Ivoire. Embraser chaque ville de Côte d'Ivoire. Heureusement que notre union, notre cohésion a empêché cela. Voici le point du retrait des cartes d'électeurs. Mais je dis que bon, c'est bon. Ouais. Et en 2010, on retirait et les cartes d'électeurs et les cartes nationales d'identité en même temps. Donc il y avait un intérêt autre. C'est-à-dire, je vais prendre ma carte d'identité, je retire ma carte d'électeur. En complément à ce que vient de dire le directeur national de campagne à Oussou Kouadio, moi je dirais qu'une analyse simple de la vie politique de la Côte d'Ivoire indique clairement que le candidat du RHDP donc, gagnera au premier tour et largement. Le débat a eu lieu peut-être au moment où, à l'intérieur même du PDCI, la question s'était posée de savoir est-ce qu'on va à un RHDP ou pas. Et je pense que le congrès extraordinaire du PDCI a tranché donc cette question. Et la manière dont le congrès extraordinaire du PDCI l'a tranché, et depuis l'élection du président Bédié, il est apparu clairement que ceux qui étaient contre ne représentaient pas plus de 5-6% de l'appareil du PDCI-RDA. C'est évident donc que 94% du PDCI-RDA, additionné au RDR, à l'UDPCI, au MFA et au FPI, c'est évident avec une telle analyse que le candidat porté par une telle alliance, donc le problème est réglé. Mais nous avons aussi la campagne électorale. Et c'est bien qu'ils aient eu l'occasion de venir expliquer aux Ivoiriens ce qu'ils vont faire. Et je pense que
le spectacle affligeant que nous avons vu était très fort entre ceux, et les Ivoiriens ne sont pas dupes, qui disaient des choses qui n'étaient que des incantations. On a même été surpris de voir quelqu'un dont on pouvait penser qu'il devait avoir un minimum de responsabilité en matière de gestion de finances dire on fera donc le 3e pont gratuit. Quelqu'un qui aurait même géré donc, à un moment donné l'État. Mais il m'est important de vous signaler que le tarif du 3e pont, le tarif qui aurait permis au niveau donc, de l'équilibre financier, au niveau de la concession, qui était donc demandé, était de 850 francs CFA. C'est le président de la République qui a décidé que le tarif qui sera payé par les usagers soit de 500. Parce qu'en réalité, chaque usager qui prend ce pont a une alternative et il fait son propre calcul qui est de savoir est-ce que je prends le pont Henri Konan Bédié en payant 500 ou je paye du carburant donc supplémentaire. C'est à l'issue donc de ce calcul que chacun arbitre en disant je vais sur le pont ou pas. Et avec les 500, tous les calculs qui ont été faits montrent que c'est fortement intéressant pour ceux donc, qui prennent ce pont. Mais si nous accroissons donc la subvention, c'est des ressources en moins pour aller régler. Donc peut-être quelques écoles ici, quelques centres de densité là où il y a des besoins pour les plus défavorisés de la société. Alors que ceux qui empruntent le pont Henri Konan Bédié, le tarif a été fixé après donc les décisions du président à un niveau tel que de toutes les manières, il gagne par rapport à la situation qui était la situation qu'il avait avant, en passant par le pont donc de Gaulle. Alors, ne pas être capable, quand on se dit économiste, ne pas être capable, quand on a été Premier ministre de la Nation, de tenir un discours qui soit responsable, un discours clair, et tenir les propos tels qu'ils ont été connus, c'est affligeant pour la Côte d'Ivoire. Alors, l'offre que ces gens ont faite pendant ces 15 jours est aussi un élément, parce que nous croyons au bon sens des Ivoiriens, nous croyons à l'intelligence de nos compatriotes, est aussi un élément qui permet de dire que non seulement nous étions assurés d'une victoire au premier tour, mais que les gens, avec cette offre politique des uns et des autres, donc sont arrivés donc certainement à la conclusion, s'il y avait quelques sceptiques, que pour ce pays, il fallait vraiment reconduire et de manière massive le président Ouattara pour lui permettre de mettre en œuvre le programme que lui a annoncé. Quand on a été ancien Premier ministre, comme cet homme, et que l'on vient dire donc aux Ivoiriens, mais c'est quand je serai élu que je ferai mon programme de gouvernement. Mais c'est même du point de vue responsabilité quelque chose de grave. C'est même un acte de mauvaise gouvernance dans le fond. C'est avoir une philosophie qui veut que l'on ne rende pas compte de ce qu'on fait. Sur quoi veut-il être jugé? Donner à cet homme un blasphème. Mais pour qui il se prend? Il n'y a que lui dans sa tête qui imagine qu'il est quelqu'un. De temps en temps, on s'interroge même de savoir, mais sur quoi repose l'ego de cet homme? On peut avoir un ego fort quelquefois, parce qu'on est brillant. On peut avoir un ego fort quelquefois, parce qu'on a un bilan, on a une carrière de telle ou telle nature. Mais quand on n'a rien de tout cela et qu'on a un ego aussi fort, il y a quand même un problème. Je vais m'en arrêter là pour ne pas en dire plus. Mais vous voyez de qui je parle.